je vais vous parler des terres rares, parce que je crois que il va falloir peut-être travailler là-dessus, parce que c'est l'avenir. C'est les nouvelles rentes qui sont en fait l'objet de toutes les convoitises. Alors attendez que mon appareil, c'est pas le même moment à se lancer. Voilà. Allez. Alors, il faut que je fasse un truc. Sinon, ça ne marche pas. Une seconde, s'il vous plaît. Bien, donc voilà. On va passer. Voilà. L'Afrique, donc, nouvel enjeu des terres rares. Réalisation vidéo, je l'ai dit. Alors, les terres rares. Qu'est-ce que c'est, les terres rares? Bien, les terres rares, c'est un groupe d'éléments du tableau périodique de Mendeleïev, n'est-ce pas? Moi, j'ai connu, il fallait le savoir par cœur à l'époque, ce tableau, des éléments périodiques. Et donc, comprend 15 lanthanide, le scandium et le yttrium. Voilà. Donc, voilà le tableau. Vous voyez en rouge ce que sont ces fameuses terres rares. Voilà. Et comment se présentent-elles? Sous forme de poudre. On ne fait pas des rails avec, mais c'est sous forme de... Bien. Alors, ces terres rares, en fait, sont devenues un enjeu majeur au niveau mondial. Pourquoi? En raison de la demande alimentée par les nouvelles technologies et de l'offre également qui présente des caractéristiques de monopole. Voilà. Donc ça, ce sont deux éléments très importants. Alors, la demande, elle est constituée par des biens qui sont relativement nouveaux, des batteries rechargeables, des turbines d'éoliennes. J'y reviendrai sur les turbines d'éoliennes parce que je pense qu'il faut dire deux mots là-dessus. Les applications dans les secteurs de l'automobile, militaire, médical, scientifique, aérospatial, c'est vraiment très étendu. Donc vous voyez quelques utilisations ici. Principales utilisations, les aimants, notamment, le craquage catalytique, etc., polissage. Voyez un petit peu quelles sont les différentes utilisations. Utilisation civile, la production d'énergie, donc vous voyez, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et lifestyle, etc. Donc vous voyez un petit peu tous les biens qui sont concernés par ces terres rares. C'est vraiment très important. Bien. Alors, voilà encore un exemple où vous avez les terres rares, 17 éléments, sur les iPods, les éoliennes, les véhicules hybrides, on y reviendra. Vous savez, les véhicules hybrides qui sont écologiques, etc. C'est intéressant de voir un petit peu l'impact. Et également les fibres optiques, et vous avez les lampes à économie d'énergie. Mais là où c'est intéressant, ce sont les applications militaires. Applications militaires qui sont très nombreuses. Alors, vous regardez un petit peu, là, sont énumérées quelques terres rares, avec leurs utilisations, les drones, les hélicoptères, etc. Vous voyez un petit peu, vous avez les différentes photos, tout ce qui concerne l'arsenal militaire, le complexe militaro-industriel, vous l'avez là. Donc, ce sont ces terres rares sont indispensables pour concernant les applications militaires. Ainsi, on a une demande qui est en croissance constante. Vous voyez, en 2000, on avait dans les 70 000 tonnes, et en 2015, il est prévu une demande de 250 000 tonnes. On voit qu'il s'agit d'une demande qui est quasiment exponentielle. La demande, donc, est en croissance durable, et certains experts l'estiment à 10% par an entre 2011 et 2015. Et cette croissance sera surtout
engendrée par la production des membres. Quelle est la demande géographique? Sur le plan géographique, quelles sont les régions qui consomment le plus, entre guillemets, de terres rares? Donc vous avez la Chine, 54%, évidemment. La Chine est l'atelier industriel du monde. Ensuite, le Japon. On verra qu'il y a eu quelques problèmes entre la Chine et le Japon à propos des terres rares, n'est-ce pas? L'Europe et les États-Unis, autres pays d'Asie, etc. Donc vous voyez un petit peu la répartition géographique de la demande. Alors, un petit peu l'historique de la production. Au départ, on avait, dans les années 50, des gisements situés au Brésil et en Inde, puis l'Afrique du Sud a pris la relève, et ensuite, après l'Afrique du Sud, on a eu cette relève de la part des États-Unis et de la Californie notamment, avec une mine très importante qui est la mine de Mountain Pass, qui a permis aux États-Unis de devenir le leader mondial. Dans les années 80, la production s'est déplacée des États-Unis vers la Chine. Voilà. Et pourquoi? Parce que, d'une part, les coûts de production étaient trop élevés aux États-Unis, et d'autre part, les exigences environnementales de la Chine étaient beaucoup plus faibles. Voilà. Donc, la production s'est déplacée des États-Unis vers la Chine. Donc, vous voyez ici, un petit peu, la production en 2009, la Chine, 95%, l'Inde, la Russie, le Brésil, la Malaisie. Et vous voyez l'évolution de la production depuis les années 50, avec, dans les années 60, vous avez la mine de Mountain Pass qui domine, qui prédomine, et ensuite, c'est la production chinoise. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'offre de cette production? Eh bien, on assiste, on l'a vu, à un quasi-monopole de la Chine. Et la Chine a organisé son monopole. Comment l'a-t-elle organisé? Parce qu'elle a réussi à produire et exporter à des prix très faibles. Ce qui a mis hors marché ses concurrents, qui avaient des coûts de production plus élevés. Ainsi, la Chine a éliminé ses concurrents, cette concurrence occidentale, et elle a installé son quasi-monopole. Voilà. Donc c'est le fruit, ce monopole est le fruit d'une stratégie. Okay? Les Chinois ont fait en sorte de produire à des coûts plus faibles pour prendre le marché. Voilà. Et les coûts de production donc, sont faibles car le niveau des salaires est bas. Ces coûts n'incluent pas ou peu les impacts sur les hommes et sur l'environnement des activités de production des terres rares qui sont très polluantes. Les applications industrielles des terres rares se font effectivement à des niveaux de pureté très élevés, c'est-à-dire des niveaux de, vous voyez, 99,99% pour les luminophores. Or, le produit minier brut est un mélange, un mix-miche, ça on l'appelle, un mélange de 17 terres rares. Et donc, il faut un grand nombre d'opérations pour séparer ces différentes terres et pour obtenir un niveau de pureté très très important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque opération engendre des rejets très polluants, acides, éléments radioactifs. Ce qui veut dire que, petite remarque, il y a un certain paradoxe entre l'utilisation des terres rares pour des énergies renouvelables et les procédés d'obtention de ces terres rares qui sont très polluants. Voilà deux photos de la production de terres rares en Chine, qui est notamment qui était le fait d'entreprises artisanales, avant une certaine concentration. Alors, en août 2011, un rapport de l'agence américaine observait que chaque tonne d'éléments issus des terres rares générés à travers les techniques de raffinage, ça c'est environ 10 000 m3 de gaz chargé d'acide hydrofluorique, d'acide sulfurique et de dioxyde de soufre. 10 000 m3 pour une tonne. Et ensuite, 75 m3
m3 d'eau usée acide et environ 1 tonne de résidus radioactifs. Donc vous voyez, avec la production chinoise en 2010, qui était de 130 000 tonnes, vous voyez combien de mégatonnes de produits dangereux qui sont effectivement issus de la production de ces terres rares. Voilà. Bon, je cite ça parce que je crois que c'est important, parce que, loin des yeux, n'est-ce pas, on utilise chez nous ces terres rares et puis on oublie ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc, rien que pour fabriquer des aimants permanents d'une turbine éolienne de 3 MW, il faut 2 tonnes de terres rares. Donc, vous voyez un petit peu l'impact sur l'environnement que génèrent ces 2 tonnes. Et donc, ces terres rares, on peut dire qu'elles sont loin d'être le seul point noir de la belle et propre industrie du vent. Voilà. Donc, 2 mots sur le paradoxe éolien. L'air d'Orient, petite parenthèse avant de revenir pleinement dans le sujet, parce que je crois qu'il faut le dire, Donc, l'éolien consomme beaucoup d'espace. Chaque éolienne consomme 9 hectares, du fait des turbulences, etc. Chaque éolienne nécessite, sur Terre, la mise en place de fondations en béton, 1500 tonnes de béton ferraillé sur Terre, et une plateforme pour la grue chargée du montage. De même, chaque parc éolien entraîne la construction de pistes en calcaire, par exemple, reliant les mâts, ainsi que des câbles électriques, etc. Donc ça, si vous voulez, cet impact, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc je voulais signaler ça. Bon, on va passer là-dessus. Donc, revenons à l'offre. L'offre, nous l'avons vu, c'est un quasi-monopole de la Chine. En Californie, la mine en question de Mountain Pass est en sommeil depuis sa fermeture en 2012 et elle a été récemment remise en production. La production d'oxyde de terres rares en Chine s'est élevée à environ 130 000 tonnes en 2010, soit quasiment l'équivalent de la production mondiale. Donc, production monopole de la Chine. La mine la plus importante est située près de Baotou et elle appartient à une entreprise publique. Elle produit environ 55 000 tonnes d'oxyde de terres rares par an. Voilà. Vous avez Baotou, vous voyez la production de terres rares, principalement Baotou, et ensuite vous avez des zones de production moins importantes en Chine. Ça, c'est pour avoir une petite idée. Qu'est-ce qui se passe? Étant donné que les terres rares sont très très demandées, eh bien, la contrebande en Chine est assez développée. Les coûts internationaux étant importants, pour l'année 2008, on a estimé cette contrebande à 20 000 tonnes. Et quelle a été donc là, et quelle est la stratégie chinoise? Pour la Chine, les terres rares sont une arme. Il faut, pour la Chine, instrumentaliser ce quasi-monopole et qu'elle s'est créée elle-même, on l'a vu, puisqu'elle a bouté hors marché tous ses concurrents. Et pourquoi instrumentaliser ce monopole? Eh bien, pour asseoir sa puissance économique, politique et militaire sur le plan mondial. Voilà. Les Chinois ont un projet à long terme. Nous avons les marchés. Les marchés optimisent à court terme. Une succession d'optimisation à court terme, ça ne fait jamais du long terme. Voilà. C'est-à-dire que nous n'avons pas de projet. Voilà. Alors, une petite citation de Deng Xiaoping, ancien chef du Parti communiste chinois, soulignait déjà à l'époque l'importance des terres rares, et en 1992, il déclarait « Le Moyen-Orient a du pétrole et la Chine a des terres rares ». Déjà, en 1992, il avait une stratégie, il avait établi une stratégie pour cette production de terres rares. Production de terres rares, eh bien, le gouvernement chinois œuvre à la restructuration de la production en justement prenant le contrôle, en organisant le contrôle public
de cette production. Pourquoi? Pour justement la diriger, pour pouvoir l'instrumentaliser. La Chine limite les exportations. Elle limite les exportations. Pourquoi? Eh bien, d'une part, pour faire monter les prix. Qu'ont fait les pays de l'OPEP à l'époque, hein, pendant le choc pétrolier? Ils ont limité les exportations, ce qui a permis d'augmenter les prix. C'est tout. C'est comme ça qu'on arrive à instrumentaliser un petit peu la production. Voyez ici, réduction des quotas d'exportation de la Chine. Voyez? Donc on passe de quasiment 65 000 tonnes en 2005 à la moitié en 2012. Voyez? Donc on assèche le marché pour faire remonter les prix. Alors pourquoi limiter les exportations? Eh bien d'une part, selon les Chinois, il faut préserver la ressource et il faut également donc la préserver parce que la Chine produit 95% de la production mondiale, mais elle n'inclut que un tiers des réserves mondiales communes. Donc il ne faut pas surexploiter la laine. Voilà. Et donc fermer, raison de la limitation des exportations, fermer les mines des petits producteurs qui souvent sont à la source de pollution et qui alimentent la contrebande. Raison de la limitation des exportations. Eh bien, si les entreprises étrangères veulent utiliser des terres rares produites en Chine, il faut qu'elles viennent les transformer en Chine. Voilà ce que ça veut dire. Donc obliger les entreprises étrangères à venir utiliser localement les terres rares et ainsi industrialiser le pays et bénéficier de transferts de technologie. Contrôler l'approvisionnement mondial, ce qui constitue une arme pour dégager de la rente et, en asséchant le marché, peut ainsi constituer une arme politico-diplomatique. Exemple, en 2010, à la suite d'une crise diplomatique entre Tokyo et Pékin sur la souveraineté des îles Senkaku, je ne sais pas, je ne garantis pas la prononciation, eh bien, que s'est-il passé? Mesure de rétorsion de la Chine a réduit ses exportations de terres rares vers le Japon. Or, le Japon est extrêmement consommateur de terres rares, notamment pour l'informatique, etc. Donc, mesure de rétorsion. Et donc, on peut dire que, à l'heure actuelle, la Chine dicte les cours des terres rares en fonction de ses propres stratégies économiques et elle agit ainsi, selon les pays occidentaux, en violation des obligations commerciales contractées lors de son entrée à l'OMC. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, les États-Unis, l'Union européenne ont porté plainte contre la Chine en 2012 pour pratiques déloyales concernant les terres rares. Alors, étant donné, on arrive maintenant au cœur du sujet, étant donné ce quasi-monopole de la part de la Chine, que peuvent faire les consommateurs? Eh bien, plusieurs options. Trouver de nouveaux fournisseurs autres que la Chine, réouvrir d'anciennes mines, Mountain Pass a été réouverte en 2012, développer de nouveaux projets, réduire l'intensité des terres rares dans la production par le biais du progrès technique, et enfin, le recyclage. Voilà les différentes options qui sont possibles. Alors, quelles sont les réserves estimées? Eh bien, les réserves mondiales de terres rares sont à l'heure actuelle estimées alors de l'ordre de 99 millions de tonnes. La Chine possède un tiers des réserves. La communauté indépendante, la CEI, avec la Russie, 19%, les États-Unis 13%, l'Australie 6%, les 25% restants sont répartis entre le Canada, la Malaisie, le Brésil, l'Inde, le Groenland, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Mauritanie, le Burundi, le Malawi, le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie. Ça, ce sont
les réserves connues. Évidemment, il y en a d'autres qui ne sont pas encore connues. Quels sont les acteurs, les entreprises? Quelles sont les entreprises? Parce qu'on va dire effectivement que les États interviennent, même militairement, pour avoir accès à ces ressources. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les entreprises? Et ces entreprises, vous regardez, les leaders, Linas Corporation, c'est une entreprise australienne. Alors, australienne, oui, on dira australienne. Quels sont les principaux actionnaires? HSBC et JP Morgan. Voilà. Ensuite, vous avez le Canada. Vous voyez, le Canada a 3 entreprises qui sont leaders dans le domaine des terres rares. Or, le Canada, c'est simplement la marionnette des États-Unis. Le Canada, c'est un prête-nom. Voilà. Et ensuite, la Chine. Voilà. Les acteurs majeurs. Et la Chine, donc on a un grand leader, Inner Mongolia Baotou Steel. Il y en a d'autres dans les autres entreprises. Alors, parmi les autres entreprises, je n'ai pas mis la nationalité, sauf pour une. Les autres entreprises, Eramet. Eramet, qui est une entreprise française. Vous l'avez dans les autres entreprises. Après, dans les autres entreprises, il y a en majorité des entreprises chinoises. Donc, il faut bien comprendre que derrière les États qui vont intervenir, il y a ces entreprises. Voilà. Et voilà. Alors, les terres rares en Afrique, comme je l'ai dit, il est question de découverte de potentiel en terres rares dans différents pays que vous avez. Alors, en Afrique du Sud, il y a 2 mines à fort potentiel. Il y en a une qui est exploitée depuis 2013, vous voyez, et cette production pourrait représenter 10% de l'offre mondiale en 2015. Et cette production, elle est surtout le fait des intérêts chinois en Afrique du Sud. Bien. En Tanzanie, c'est une compagnie canadienne qui a investi un maximum, n'est-ce pas, pour commencer à produire des terres rares, et le projet est au stade de la pré-faisabilité. Parce qu'il faut comprendre que les projets mettent du temps, il faut au moins une dizaine d'années pour que les projets soient effectivement réalisés. Donc vous voyez un petit peu où se trouve en Tanzanie la fameuse mine, et au Gabon. Alors au Gabon, eh bien, nous avons Eramet qui va lancer en 2014 une usine pilote pour l'exploitation d'un gisement important comprenant du niobium, des terres rares, du tantal et de l'uranium. Voilà. Donc, au Gabon, c'est Eramet. À Madagascar, eh bien, à Madagascar, on a Rhodia et associé à Tantalus qui se sont associés pour exploiter des terres rares. Et donc, c'est une information qui a été prise, que j'ai récupérée en avril 2012. De la même, donc, Rhodia, membre du groupe Solvay, et Tantalus, entreprise allemande, on signale donc qu'ils vont exploiter des terres rares, vous voyez, au niveau de Madagascar, où ça se trouve, c'est très près de la mer, donc on peut penser que les rejets seront, ça va être perméable, tout ça. Des terres rares au Mali. Alors au Mali, c'est une citation, eh bien, le Mali regorgerait de ces minerais rares, mais là encore, il ne s'agit que d'un potentiel, car l'exploitation n'a pas encore commencé. Les terres rares rencontrent les mêmes freins que les autres richesses potentielles du Mali. Et justement, ces terres rares potentielles seraient situées dans le nord. Vous savez, là où ça chauffe. Voilà. Des terres rares en Centrafrique. En Centrafrique, donc outre le pétrole et l'uranium, donc il y a des problèmes en Centrafrique avec Areva, eh bien, il y aura aussi des terres rares. J'ai trouvé ça donc, dans des divers documents. Le conflit actuel en Centrafrique est le fruit de luttes d'influence, il est évident, pour l'accès aux ressources. On l'a dit, pour accès aux rentes naturelles centrafricaines,
que ce soit la Centrafrique ou ailleurs. Eh bien, en Centrafrique, il y a donc une lutte entre la Chine et l'Afrique du Sud, d'un côté, la France et les États-Unis de l'autre, avec, pour auxiliaire, le Tchad et le Soudan. Donc, vous voyez, hein, il y a d'abord les intérêts économiques et après, le reste suit. Et derrière chaque drapeau agité existe la volonté d'un cortège d'entreprises mondialisées. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, l'enjeu africain, j'ai presque fini, donc l'Afrique est un enjeu pour la production des terres rares. Elle est aussi, l'Afrique, un enjeu pour la production d'autres métaux rares, tels que le coltan. On connaît le coltan, avec tous les problèmes que ça engendre à RDC. Hein. Et le coltan, le cobalt, le cuivre et le titane. Hein. Et l'une des principales raisons donc, de la guerre civile en cours au Congo, c'est justement les problèmes du coltan. On a tous du coltan dans les téléphones portables. Mais il y aurait des terres rares sous la mer. Eh bien, les scientifiques japonais ont trouvé des gisements de terres rares dans les fonds marins de l'océan Pacifique. Et ces terres rares, puisqu'il faut diversifier hein, les sources d'approvisionnement, eh bien, il y en aurait donc dans les fonds marins et on les trouverait dans des nodules qui contiendraient des terres rares 30 fois plus concentrées que les réserves que l'on peut trouver sur Terre. Et là, c'est que, en fait, ils en ont trouvé en Polynésie française. Consommation, voilà. Et le problème, et je terminerai là, c'est que pour arriver à contrer ce monopole chinois, eh bien ça va prendre du temps. Du temps parce que la mise en œuvre des projets hein, prennent au moins une dizaine d'années. Et donc, pendant, disons qu'à moyen terme, la Chine continuera à dominer la production des terres rares. Voilà. Bien, c'est fini. La bibliographie.